Bonjour et bienvenue. Vous voulez apprendre la langue française? Vous entendez parler de la phrase complexe et vous voulez tout savoir? Alors nous avons préparé pour vous quelque chose qui doit vous aider à tout comprendre. Les types de phrases complexes, les moyens utilisés dans chaque type et les règles à respecter pour faire des phrases correctes. Tout ce que je vous demande, c'est de suivre la vidéo jusqu'à la fin et de laisser un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Voilà. Voilà, donc essayons de parler de la phrase simple et de la phrase complexe et de présenter tout ce que vous devez savoir sur la phrase complexe. Alors, quand on demande à un élève de quel niveau qu'il soit, du primaire, du collège, du lycée ou bien de la faculté, une définition de la phrase simple, il vous dira tout simplement que la phrase simple comporte un seul verbe conjugué. Donc, c'est une règle que tout le monde doit connaître. La phrase simple est définie par la présence d'un seul verbe conjugué. On peut ajouter à cela que la phrase complexe et la phrase simple se composent d'une seule proposition. Donc, il se compose d'une seule proposition. Exemple, vous avez Sidi Mohamed rêve dans un coin. On peut remarquer que dans cette phrase, il y a un seul verbe, c'est le verbe rêver, conjugué au présent. Et donc, c'est une phrase simple car elle se compose d'une seule proposition. Parallèlement, la phrase complexe est très différente. 1. Elle comporte au moins deux verbes conjugués. Donc, au lieu d'un seul verbe, il y a au moins deux verbes conjugués. 2. Il y a au moins deux propositions. Donc, on distingue généralement trois types de phrases complexes de trois niveaux différents. Il y a la juxtaposition. Alors, exemple, Hind est absente, elle est malade. Donc, les deux propositions peuvent être reliées par deux points, virgule ou bien point virgule. Donc, on parle de la juxtaposition lorsque les deux propositions sont juste posées l'une à côté de l'autre et séparées par une ponctuation. Donc, ça, c'est la juxtaposition. Alors, la coordination, le deuxième type, c'est un peu différent. C'est si la juxtaposition est un niveau très bas dans la relation entre les deux propositions, avec la coordination, le sens devient plus direct, plus clair, plus visible, plus palpable. Donc, regardez, cet élève a bien travaillé, mais il a échoué. Regardez donc la première proposition, cet élève a bien travaillé. La deuxième, il a échoué. Et entre les deux propositions, il y a un mot, mais, qui montre que la deuxième phrase est le contraire de la première. Donc, il y a une relation d'opposition. Donc, on peut comprendre le type de lien ou bien de relation logique entre les deux propositions. Alors, on parle de... Donc, regardez, le livre est indispensable, donc tu dois l'acheter. La même chose. La première, le livre est indispensable. La deuxième proposition, tu dois l'acheter. Et entre les deux, il y a un mot, donc, qui est un coordonnant exprimant la conséquence. Tu peux sortir ou regarder la télévision. Alors, tu peux sortir, c'est la première proposition. Tu peux regarder la télévision, c'est la deuxième proposition. Et entre les deux, il y a un coordonnant ou qui exprime le choix, bien sûr. On parle de coordination lorsque deux propositions sont reliées par un coordonnant. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc, si vous trouvez entre les deux propositions l'un des mots suivants, sachez que c'est une relation
de coordination. Donc la coordination est plus forte que la juxtaposition. Le troisième niveau de relation, c'est la subordination. Et quand on parle de la subordination, on parle de dépendance. Et bien sûr, la subordination implique quoi? Regardez, la maison où vous habitez risque de tomber. Alors, vous avez la maison risque de tomber, vous habitez dans cette maison. Donc, où vous habitez, c'est une subordonnée. Donc, c'est la proposition subordonnée et la maison risque de tomber, c'est la principale. Donc, avec la subordination, il y a un autre type de relation, c'est qu'il y a une principale et une subordonnée. Et là, on peut voir qu'il y a un pronom relatif ou, donc c'est une subordonnée relative. On m'a offert le livre qui est en bleu. Alors, qui est en bleu, c'est la proposition subordonnée, marquée par le subordonnant qui, donc c'est une subordonnée relative aussi. Troisième, je veux que tu achètes, que tu saches la vérité. Je veux quoi? Que tu saches la vérité. Donc il y a une phrase qui commence par que et c'est un complément d'objet direct du verbe vouloir. Je veux quoi? Que tu saches la vérité. Donc c'est une subordonnée complétive parce qu'elle complète le verbe. Pense à ce que tu diras pour te justifier. À ce que tu diras pour te justifier, pense à quoi? Donc là, bien sûr, c'est un complément d'objet indirect et donc c'est une subordonnée complétive aussi. Il ne sort jamais quand il fait chaud. Quand est-ce qu'il ne sort jamais? Quand il fait chaud. Donc quand il fait chaud, c'est une subordonnée circonstancielle de temps. Donc ça indique les circonstances de l'action de sortir. Et comme il travaille, il ne peut pas sortir. Comme il travaille est une subordonnée circonstancielle de cause. Pourquoi il ne peut pas sortir? Parce qu'il travaille. Donc on peut déduire que la subordination, on parle de la subordination lorsque il y a une subordonnée relative introduite par qui, que ou lorsqu'il s'agit de pronoms relatifs simples ou bien duquel, desquels, lesquels, auquel lorsqu'il s'agit de subordonnées de pronoms relatifs composés. Alors on parle aussi de la subordonnée donc complétive introduite par que, à ce que, de ce que, ou bien on parle de la subordonnée circonstancielle introduite par un subordonnant ou une conjonction de subordination. Donc il y a trois types de subordonnées. Il y a la subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle que nous allons étudier en détail. Commençons par Alors la subordonnée circonstancielle premièrement, il y a la subordonnée circonstancielle de temps. Alors quand il pleut, les je reste de l'action quand il pleut, je reste chez en moi rôle et de quand est-ce que je reste les chez moi? circonstances de l'action circonstancielle. Premièrement, on de temps. La subordonnée circonstancielle de temps introduite par quand il pleut, au moment je reste en attendant que, depuis que, pendant que, à mesure que, au fur et à mesure que les deux propositions entretiennent une relation au fur et à de mesure, la subordonnée circonstancielle entretiennent une relation au moment où, dès que, par lorsque, avant que l'action, en attendant on parle que de la il y a la relation de la pendant simultanéité. que, lorsque les deux actions les deux propositions entretiennent une relation de circonstance lorsque l'action de la subordonnée on parle de l'antériorité. Regardez, lorsque l'action de la subordonnée est antérieure et bien sûr antérieure, il y a la relation temporelle antérieure avant de l'action relation de l'action principale. Alors là, postériorité, lorsque les deux actions se passent
principal. On passe à la subordonnée circonstancielle de cause. Comme il est malade, il va voir un médecin. Pourquoi il va voir un médecin? Parce qu'il est malade. La subordonnée circonstancielle de cause est introduite par parce que, étant donné que, vu que, du moment que, sous prétexte que, non pas que, ce n'est pas que, puisque, d'autant plus que, comme, dès lors que, soit que, du fait que. Le mode employé est toujours l'indicatif, sauf pour la fausse cause où c'est plutôt le subjonctif. Donc vous avez non que, non pas que, ce n'est pas que. Je peux vous donner un exemple. Il est absent non qu'il soit malade, mais parce qu'il est en voyage. Donc après, ou bien dans une fausse cause, on doit toujours utiliser le subjonctif. Alors après aussi, soit que, là on essaie de faire des hypothèses sur des causes. Alors il est en retard, soit qu'il a mal dormi, soit qu'il a une panne de voiture. On passe à la subordonnée circonstancielle de conséquence. Il a travaillé si bien qu'il est classé premier. Cette femme est tellement aimable que tout le monde l'aime. Donc la subordonnée circonstancielle de conséquence dans la première, si bien qu'il est classé premier, c'est la conséquence, ou tellement que tout le monde l'aime, c'est la subordonnée de la conséquence. Alors la subordonnée circonstancielle de conséquence est introduite par si bien que, au point que, à tel point que, de sorte que, de façon que, si plus adjectif plus que, tellement plus adjectif plus que, assez ou bien trop plus adjectif plus pour que, c'est pourquoi, de telle sorte que, le mode verbal employé est toujours l'indicatif. Jamais de subjonctif dans la subordonnée circonstancielle de conséquence. On passe à la subordonnée circonstancielle de but. Il prend un taxi pour arriver à l'heure. Donc, pour arriver à l'heure, regardez. Et dans la deuxième, vous avez pour que. Quelle différence faites-vous entre pour que, afin de, afin que? La réponse est très facile. Alors, il prend un taxi pour arriver à l'heure. Qui prend un taxi? C'est lui. Qui veut arriver à l'heure? C'est lui. Donc, on utilise pour que, pour ou bien afin de quand on a le même sujet. Mais dans la deuxième phrase, il prend un taxi pour que sa fille soit à l'heure. Qui prend un taxi? C'est lui. Qui doit être à l'heure? C'est sa fille. Donc, deux sujets différents. La subordonnée circonstancielle de but est introduite par pour que, afin que, attention, de crainte que, de peur que, c'est pour un but à éviter. Donc quelque chose qu'on ne veut pas avoir. Vous avez dans le but de, dans l'intention de, en vue de crainte de, afin de, le mode verbal qui convient très souvent à la subordonnée finale de but est le subjonctif. La subordonnée circonstancielle de la comparaison. Cet enfant se comporte comme un adulte. L'éléphant est plus gros que le lion. Donc, dans la subordonnée circonstancielle de comparaison, il y a toujours un subordonnant de comparaison. Alors, dans la première, vous avez comme, dans la deuxième, plus que. Et toujours dans la comparaison, il y a un comparé, un comparant et un moyen de comparaison. Cet enfant, c'est le comparé. Un adulte, c'est le comparant et le moyen, c'est comme. L'éléphant, c'est le comparé. Le lion, c'est le comparant. Et le moyen, c'est plus que qui exprime la supériorité. La subordonnée circonstancielle de comparaison est introduite par comme, ainsi que, de même que, comme si. Alors, on utilise comme si lorsqu'il s'agit d'une comparaison hypothétique, donc qui n'est pas réelle. Vous avez plus que, c'est pour la supériorité, moins que, c'est l'infériorité, aussi que, c'est l'égalité. On passe à la subordonnée circonstancielle de la concession ou de l'opposition. Il aime lire des bouquins alors que son frère se passionne pour le foot. Bien que la maîtresse soit malade, elle donne son cours. Tout d'abord, essayons de
clarifier la différence entre la concession et l'opposition. Alors l'opposition est une simple différence, marquée très souvent avec alors que ou bien tandis que. Alors il aime lire des bouquins, son frère se passionne pour le foot. Donc cela c'est une simple différence. La concession est une opposition logique entre deux actions. Regardez, la maîtresse est très malade. Quelqu'un qui est malade doit être dispensé de donner un cours. Donc il peut profiter d'un congé maladie. Donc la maîtresse ne doit pas travailler, mais elle travaille. Donc il y a une opposition logique entre les deux actions. Donc la première action doit annuler la deuxième, mais elle ne l'a pas annulée. La subordonnée circonstancielle de concession est introduite par alors que, tandis que, même si, plus indicatif. Bien que, quoique, attention, il y a quoique deux mots et quoique un seul mot. Vous avez si que, si plus adjectif plus que, et attention, là on peut faire la différence avec la conséquence. Donc si que peut exprimer la conséquence, si que peut exprimer la concession, avec la différence est que ici on doit utiliser le subjonctif. Si petit qu'il soit, tout le monde a peur de lui. Tout petit qu'il soit, tout le monde a peur de lui. Quelque petit qu'il soit, tout le monde a peur de lui. Et on peut exprimer aussi la concession par malgré plus non. Malgré sa maladie, il va travailler. La subordonnée circonstancielle de la condition ou bien de l'hypothèse. Si tu te dépêches, tu arriveras à temps. Bien, si tu te dépêches, c'est la subordonnée circonstancielle de condition. Nous irons à la plage à condition qu'il fasse beau. Bien, donc la subordonnée circonstancielle de condition est introduite par, attention, il y a deux cas dans lesquels on utilise le subordonnant si. Le premier cas, pour désigner des actions réalisables. Si plus présent plus futur, si plus présent plus présent, si plus présent plus impératif. Ça c'est pour désigner des actions réalisables. On peut utiliser si, mais pour désigner des actions irréalisables. Si plus imparfait plus conditionnel présent, si plus que parfait plus conditionnel passé. On peut exprimer la condition par selon que, suivant que plus indicatif, ou bien à condition que, pourvu que, pour peu que plus subjonctif, ou bien au cas où, dans l'hypothèse où, dans le cas où, pour le cas où plus conditionnel. Subordonnée circonstancielle, on passe à la subordonnée relative. Alors, regardons, observons les phrases suivantes. Tu écris une lettre, cette lettre ne parviendra jamais. On peut remarquer qu'il y a deux phrases et qu'il y a la répétition de cette lettre. Alors, pour éviter la répétition de cette lettre et bien sûr relier les deux phrases, il y a une seule solution, c'est bien sûr de recourir au pronom relatif. Et la phrase devient « Tu écris une lettre qui ne parviendra jamais ». Donc, regardez, donc la répétition c'est le deuxième mot, cette lettre. Et cette lettre est un sujet du verbe parvenir. Et le pronom relatif qui convient pour remplacer un sujet, c'est qui? Donc, tu écris une lettre qui ne parviendra jamais. Lorsque le mot répété se trouve à la fin de la première phrase et au début de la deuxième phrase, il est facile de supprimer le mot répété, de le remplacer par un pronom relatif. C'est le premier schéma. Le match est de haut niveau, vous parlez de ce match. La même chose, il y a la répétition de match et le mot répété c'est de ce match. Dans la deuxième phrase c'est de ce match, c'est un complément d'objet
indirect. Vous parlez de quoi? De ce match complément d'objet indirect introduit par la préposition de. Et donc là, regardez, c'est un schéma différent parce que la deuxième phrase doit diviser la première. Le pronom relatif c'est dont et ça va donner le match dont vous parlez et de haut niveau. Donc c'est un schéma différent du premier lorsque le mot répété se trouve au début de la première phrase et au début ou bien à la fin de la deuxième phrase. C'est ça. Donc le schéma 1, lorsque le mot répété se trouve au début de la première phrase et à la fin de la première phrase et au début de la deuxième phrase, c'est facile. On supprime le mot répété et on le remplace par le pronom qui convient. Mais pour le deuxième schéma, lorsque le mot répété se trouve au début de la première phrase et au début ou bien à la fin de la deuxième phrase, qu'est-ce qui se passe? Alors la deuxième phrase, bien sûr, divise la première, c'est ce qu'on appelle une relative enchâssée. La subordonnée relative permet de relier deux propositions en évitant la répétition. On utilise pour ce faire un pronom relatif simple. Vous avez qui, que, dont, ou bien un pronom relatif composé, lequel, duquel, desquels, avec lequel, etc. etc. Donc, on parle de la relative lorsqu'on constate la présence d'un pronom relatif, qu'il soit simple ou bien composé. Et on termine par la subordonnée complétive. Alors regardez, la subordonnée complétive, tu dois penser que je te hais, tu dois penser quoi? Que je te hais. C'est bien sûr un complément, une complétive par que. Donc, lorsque vous avez que précédé d'un verbe, automatiquement c'est une complétive. Donc c'est ce qu'on appelle la complétive par que. Alors le deuxième cas, il me demande s'il peut nous accompagner. Là aussi c'est un type de subordonnée complétive, mais c'est ce qu'on appelle l'interrogation indirecte. Donc c'est l'interrogation indirecte. Troisième et dernier cas, c'est lorsque vous avez une complétive infinitive. Alors, chanter les oiseaux, c'est une complétive infinitive, bien sûr. Quand est-ce qu'on a une complétive infinitive? C'est après des verbes comme entendre, voir, etc., sentir. Et c'est facile de vérifier. J'entends chanter les oiseaux. Si on veut introduire le complétif que, ça va donner j'entends que les oiseaux chantent. Donc, je peux remplacer l'infinitif par la subordonnée infinitive par la subordonnée complétive par que. Donc la complétive infinitive ne peut être remplacée par la complétive par que. Dans la complétive par que, il faut choisir le mode et le temps qui conviennent au verbe de la principale. Donc, le problème avec la complétive, c'est le temps, bien sûr, la concordance des temps. Alors, on utilise l'indicatif après des verbes d'opinion, de déclaration ou de perception, et on utilise le subjonctif si la phrase est à la forme négative ou interrogative. Donc, si le verbe d'opinion, de déclaration ou bien de perception est à la forme négative ou bien sûr interrogative, au lieu de l'indicatif, on utilise le subjonctif. On utilise aussi le subjonctif pour les verbes d'obligation, de sentiment et bien sûr d'interdiction. Et voilà, merci de votre attention et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire pour nous aider à continuer à vous servir. Au revoir.